Bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à l'Égypte et à la contestation qui semble gagner d'autres pays arabes. Après la révolution en Tunisie, assiste-t-on aux prémices d'un printemps arabe? Plusieurs invités avec nous pour en parler. Je vous les présente dans un instant, mais d'abord cette image de la désormais célèbre place Tahrir au Caire, la capitale égyptienne. Une place devenue le symbole de la révolution populaire. Ici, nous écrivons l'histoire, disait un manifestant dans l'après-midi. Sur le plan diplomatique, c'est la grande nouvelle du jour. Les frères musulmans discutent avec les autorités égyptiennes. C'est du jamais vu depuis un demi-siècle. C'est un parti interdit. Des négociations en cours avec le vice-président Omar Suleiman, que l'on vient de voir à l'image, et l'ensemble de l'opposition, le Wafd notamment. On retrouve sur place au Caire sans plus attendre Nadia Kamel. Bonsoir Nadia Kamel, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé le documentaire Salade Maison. On a d'abord envie de vous demander comment est-ce que vous vivez les choses? Moi, vous pensez, moi j'ai 50 ans. Quand Moubarak est venu au pouvoir, j'avais 20 ans. Et ça fait 30 ans que j'essaie de m'exprimer. 30 ans. Et le 25 janvier, on m'a dit, j'ai vu sur Facebook que les jeunes, que je suis tout le temps sur Facebook, ont appelé à une journée de protestation contre l'oppression, le jour de la fête de la police. Je trouvais ça très intéressant comme choix. Et si comme j'ai toujours participé à leurs appels, et c'était des appels très très bien montés. Ils ont réussi à organiser une protestation pacifique. Justement, Nadia Kamel, beaucoup de ces jeunes et beaucoup d'Égyptiens en général ont donné un nom à ce mouvement de contestation. On ne le sait pas beaucoup, c'est Salata Baladi, que l'on peut traduire par Salade Maison. Et il se trouve aussi que c'est le titre de votre premier documentaire. Je vous vois sourire. Ça tombe bien, donc, ce titre. Comment vous expliquez ce parallèle entre ces deux noms? C'est une joie folle. Je ne crois pas qu'il y a une relation directe. Je ne crois pas que les jeunes savent tous à propos du film. Mais de toute façon, ça me fait un plaisir. Et pourquoi Salade Maison? Pourquoi Salade Maison? Parce qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les riches, les pauvres, il y a les malades. Il y a les forts, il y a les frères musulmans, il y a les laïcs, il y a les athées, il y a tout le monde. On est vraiment dans ces manifs. Restez avec nous, Nadia Kamel. Plus grosse que la mienne. Merci pour ce début de témoignage. Restez avec nous. Je vous présente maintenant nos autres invités. Paula Jacques. Bonsoir Paula Jacques. Bonsoir. Vous êtes écrivain, vous êtes animatrice de radio, notamment à France Inter. Vous êtes née au Caire, vous êtes très attachée à ce pays. Vous avez notamment écrit ce livre, Kéro Jacobi, juste avant l'oubli. C'est aux éditions Merck de France. Alors, première question tout simplement. On va d'abord vous présenter aussi Robert Solé. Vous êtes aussi, vous, très attaché à l'Égypte. Vous avez vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 17 ans. Et vous êtes, vous, l'auteur d'une soirée au Caire. C'est aux éditions du Seuil. Et puis, autre invité, Walid Matar. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes réalisateur tunisien de la Nouvelle Vague tunisienne, auteur du film Fils de tortue et Condamnation, qui vous a valu le prix du scénario au Festival du court-métrage méditerranéen de Tanger. La première question, elle est pour vous, Walid Matar. Ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est quand même un peu grâce à vous, non? Je veux dire en partie, mais sinon ça devait s'éclater quelque part dans le monde arabe. Avec toute cette dictature des présidents, que l'un ça fait 30 ans, l'autre 23 ans, les corruptions, et arriver jusqu'à humilier des gens, parce qu'un président, même s'il était bon au début, n'importe quel être humain, même s'il était bon au début, je pense qu'après 15 ans de pouvoir, il va devenir un peu... il aura la maladie de pouvoir et il sera forcément pas bon pour son peuple. Donc voilà, ça devait s'éclater quelque part. Paula Jacques, concernant l'Égypte, un pays dans lequel vous vous rendez souvent, vous y allez souvent, vous partagez ce point de vue? Moi, je pense, et notre ami est modeste, que vraiment ce qui a mis le feu
à l'étincelle, ou plutôt oui, eh bien c'est la révolution tunisienne, parce que je pense que ça serait peut-être manifesté d'une autre façon, mais cette façon tellement courageuse et tellement soudaine qu'a eu le peuple égyptien de descendre dans la rue pour exprimer un ras-le-bol extraordinaire et pour résister physiquement, c'est-à-dire pour résister aux flics qui arrivent avec des matraques, qui tapent dessus, et pour résister aussi au blocus, c'est-à-dire que depuis 10 jours, les plus pauvres n'arrivent plus à bouffer, l'argent n'arrive pas, ils ont peur des pillards, et certains disent que c'est d'ailleurs Moubarak qui lance dans la rue des bandits de façon à ce que la situation pourrisse, effraie la population. C'est un peuple qui a été d'une infinie patience, mais depuis j'ai envie de dire depuis des millénaires. Mais même, c'est un peuple qui est passé directement de la féodalité. Lorsqu'en 1954, les militaires prennent le pouvoir, ils n'ont jamais connu que la féodalité. Ensuite, les militaires arrivent. Et l'une des grandes fiertés des Égyptiens, et c'est un truc extraordinaire, c'est que c'est la première fois qu'au monde une révolution a lieu en 1954 sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Ils ont pris le pouvoir en une journée. Ils ont reconduit le roi à la frontière dans les conditions de dignité, d'ailleurs, qu'ils souhaitent pour Moubarak, sans qu'une goutte de sang soit versée. Et moi, ce qui me terrorise et ce qui m'effraie par rapport à l'évolution tunisienne, c'est que d'abord, il y a 100 morts, et ensuite, il y a un déchaînement de violence et de brutalité contre eux, qui pour moi aussi est une espèce de première dans l'histoire de l'Égypte. En Égypte, il y a plus de 300 morts. Vous avez évoqué le bilan en Tunisie. Robert Solé, donc, cette révolution, elle a débuté il y a maintenant 13 jours. Vous étiez, vous, quelques jours avant en Égypte. Est-ce que ça vous étonne? Vous avez senti les prémices d'un changement, d'une révolte? On sentait évidemment les prémices. Toutes les conditions étaient là depuis des années. Ça fait des années qu'il y a une agitation en Égypte, qu'il y a des petits mouvements qui existent, comme le mouvement Kefaya, ça suffit. Tout petit mouvement qui un jour s'est lancé en disant ça suffit. Avec un mot, Kefaya. C'en est assez. Et il y a eu d'autres, il y a eu le mouvement du 6 avril, etc. Il y a donc, toutes les conditions étaient réunies, mais c'est vrai que la Tunisie a été l'incitation, l'exemple. Oui, peut-être parce que ça a marché en Tunisie. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le président Ben Ali n'est plus là. Et aujourd'hui, l'RCD, d'après les dernières nouvelles aussi. Donc, le fait que ça a marché en Tunisie, ça a incité les autres et on dit que c'est possible. Parce qu'avant la Tunisie, on se dit... Moi-même, je suis jeune, j'ai fait des films engagés, j'ai parlé de la société, mais je me dis toujours, il ne va jamais partir. Oui, nos dictateurs sont tellement implantés. Mais dès que ça a marché en Tunisie, peut-être que ça a incité et ça a donné un espoir que c'est possible. Et en plus, c'était peut-être sans doute la première fois qu'un peuple arabe descend dans la rue et arrive à virer son dictateur. Effectivement, les gens se disent donc... C'est-à-dire que le président, l'ex-président Ben Ali a pris la fuite, l'ex-dictateur a pris la fuite. En ce qui concerne les Égyptiens, il faut savoir que depuis une trentaine d'années, ils subissent des violences terribles. C'est-à-dire que la réponse à tous leurs problèmes, ça a toujours été les flics. Les gens pauvres, ils se soulèvent pour avoir du pain. On envoie les flics qui vont les tabasser. Il y a le problème des Coptes, on les maltraite, ils veulent être protégés. Minorité la police chrétienne. Les accable. Il y a les intellectuels qui protestent pour la liberté d'expression. On leur envoie les flics. La réponse de ce régime, depuis très longtemps, ça a toujours été la brutalité. Mais jamais dans ces proportions-là. Et à mon avis, il n'y avait jamais eu de mort comme ça, de mort violente dans les rues. Là, on assiste à une espèce de décision de massacre délibéré de la part de Moubarak pour les terroriser, les faire taire et rentrer chez eux. Alors on retrouve à nouveau Nadia Kamel qui est toujours au Caire en Égypte. Nadia Kamel, vous vouliez réagir. Pour vous, est-ce que vous y attendiez? C'était spontané, on l'a dit. Est-ce que vous attendiez un tel soulèvement? C'est pas possible de s'attendre à un truc de cette taille. On l'espérait, on le rêvait. Je suis descendue le 25 janvier à 2h. On m'a dit peut-être il y a une révolution. Je suis descendue et j'ai trouvé la révolution. Et donc, je me suis baignée dedans. Et vous dites aujourd'hui... On est toujours dedans, là. Vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, je peux m'exprimer, ce qui était impossible en un demi-siècle. Est-ce que ça vous fait quelque part penser à la chute du mur de Berlin, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans une partie du monde arabe? C'est sûrement... l'analogie est là. Il y a des peuples qui ont été enfermés pendant des décennies et des décennies. On ne savait pas comment ils pensent, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils subissent. Et un jour, ils s'expriment et le mur de Berlin tombe. La façon dont les pays libres ont reçu la chute de Berlin a été
le contenir et de l'encourager et de cristalliser la révolte. Donc, alors que là, j'ai l'impression, malheureusement, qu'on nous rend à Moubarak. Est-ce qu'on peut penser à un truc pareil? Alors, vous évoquez notamment... Est-ce qu'on peut penser que le jour où le mur de Berlin est tombé, on aurait rendu le peuple allemand au pouvoir communiste? Non, bien sûr que non. La volonté était là et on a aidé ces peuples. On ne les a pas laissés retourner chez les dictateurs. Réaction peut-être, Robert Solé. Je vous vois écouter attentivement Robert Solé à ce que dit Nadia Kamel. Je trouve ça très intéressant, effectivement. Il se passe sur cette place où se trouve Nadia Kamel des choses étonnantes. Il s'est passé aujourd'hui des choses étonnantes. On a vu un prêtre copte venir célébrer une prière, politique, brandissant une croix. Il y avait un imam à côté avec un Coran. On a vu un mariage célébré sur cette place aujourd'hui. Il y a un couple qui est venu célébrer son mariage. Moi, ce qui me frappe, c'est que moi, j'étais sur cette place il y a 3 semaines et elle était totalement différente, je peux vous dire. On ne pouvait pas imaginer une telle chose. On ne pouvait pas imaginer. Et aujourd'hui, l'image de l'Égypte a complètement changé en quelques jours. Elle a changé aux yeux des millions de touristes pour qui l'Égypte, c'était les pharaons. De quel point de vue elle a changé? Elle a changé d'abord. Vous savez, l'Égypte était considérée comme une croisière culturelle. Le pays du désert, de l'eau, etc., des temples et tout. Et là, on voit un peuple en ébullition, un peuple qui se soulève, un peuple qu'on disait fataliste, qu'on disait résigné, qu'on disait doux, etc. Et là, on voit une révolution effectivement en marche, et l'Égypte ne sera plus jamais, quelle que soit l'issue dans les prochains jours de ces événements, l'Égypte ne sera plus jamais comme avant. Ce ne sera plus jamais comme avant, vous dites. Hein. Même si, comme dit Nadia Kamel, il y a le risque que justement les gens qui arrivent au pouvoir soient finalement des proches de ceux qui étaient là avant. Aujourd'hui, l'homme de la transition est l'ancien chef des services de sécurité, vous le savez tous les 3, tous les 4. Vous partagez cette crainte, Paula Jacques? C'est-à-dire que lorsque Nadia disait « on nous rend à Moubarak », j'ai cru entendre une espèce de reproche peut-être aux nations européennes, aux démocraties européennes, de ne pas soutenir cette révolution. Je ne sais pas si elle parlait simplement de la mise en place des gens qui essaient de se succéder à êtes-mêmes. Il me semble qu'elle nous adressait un reproche. À l'Europe et aux États-Unis notamment. Hein, je ne sais pas, peut-être que Nadia pourrait nous le confirmer. Nadia Kamel, si vous êtes toujours avec nous? Non, je ne reproche rien aux gens. Je parle bien sûr des la transition, voilà, c'est ça. Des gouvernements et de la France, de l'Allemagne, qui font des appels verbaux, et des États-Unis notamment, qui nourrit le dictateur depuis 30 ans pour ne pas le laisser tomber. Maintenant, il faut arrêter de le nourrir pour qu'il tombe. Quitte à ce que... Je pense que c'est assez simple. Alors, dans le même temps, Nadia Kamel, il y a cette fameuse question qui revient souvent. Le président français Nicolas Sarkozy déclarait avant la chute de Ben Ali, mieux vaut un régime laïque imparfait qu'un régime islamiste parfait. C'est des propos rapportés dans le Canard enchaîné. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de l'islamisme? Les frères musulmans discutent avec le pouvoir? Tout jour qui passe sans la chute du dictateur, je pense que les frères musulmans jouent un rôle plus gros, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le mouvement. Maintenant, il y a eu un parcours, je ne vais pas le raconter, c'est 12 jours épiques, donc je ne peux pas aller dans les détails, mais si on ne veut pas les frères musulmans, ou on veut une place réduite aux frères musulmans, eh bien, il faut honorer la vraie, la force motrice de ce mouvement. C'est les jeunes musulmans, islamistes ou pas, coptes, fondamentalistes ou pas. Enfin, c'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement de jeunes qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Voilà, merci, si on veut retourner... Merci beaucoup Nadia Kamel. Allez-y, terminez, je vous en prie Nadia Kamel. Vous dites la place des jeunes, qu'ils soient effectivement religieux, qu'ils soient athées. Si on veut retourner,
si on veut retourner aux usual suspects, les gens qui parlaient avant la révolte et se retrouver face à un mouvement islamiste seulement avec qui parler, eh ben, il faut laisser ce mouvement se faire étrangler par les forces du pouvoir. Merci beaucoup Nadia Kamel, merci d'avoir été avec nous. On poursuit le débat avec Walid Matar, Nadia Kamel qui nous parlait de cette jeunesse égyptienne, tunisienne. Vous intéressez justement à ce sujet, vous avez filmé cette jeunesse à plusieurs reprises et souvent elle apparaît comme étant désemparée avec pour seul espoir l'exil. C'est notamment le cas dans l'un de vos derniers documentaires. Cette jeunesse, c'est elle aussi qui a soulevé un petit peu cette contestation, même beaucoup. Oui, bien sûr. La contestation, en fait, elle est partie de ces jeunes-là parce qu'à un certain moment, c'est plus question de trouver un bon travail ou réussir économiquement ou financièrement en Tunisie, c'est une question d'espoir. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans une situation où ils n'ont plus rien à faire dans le pays parce que tout simplement, ils n'ont plus cette notion de citoyen. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une terre et la terre, elle lui appartient aussi. L'État, ça a été Ben Ali. La Tunisie, ça a été Ben Ali le 7 novembre. Le MOF, tout ça, ça ne nous appartient plus. Du coup, il n'y a plus d'envie de vivre dans ce pays, malheureusement. D'où ce cri de colère de toute une jeunesse. Je vous propose maintenant à tous de regarder l'extrait d'un reportage de France 2, un de nos partenaires de France 2. C'est une rencontre avec Omar Sharif, que beaucoup connaissent bien entendu, un grand acteur égyptien connu dans le monde entier. Le célèbre comédien est au Caire en ce moment. Que pense-t-il de cette révolte? On voit cela. Moi, je suis avec les jeunes, toujours. Surtout quand ils sont comme ça, tous réunis, et qu'ils sont tous... Ils ont fait une révolution. Et pour Omar Sharif, l'issue de cette révolution ne fait aucun doute. Je crois que le président va se démettre quand même. C'est impossible qu'il continue comme ça. Ça fait, je ne sais pas moi combien, ça fait 40, 50 ans qu'on est avec les militaires qui sont au gouvernement. Ça suffit. Comment? Ça suffit. Et ça suffit. Et le peuple, c'est les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est extraordinaire. Je ne m'y attendais pas. Est-ce que vous redoutez la contagion à toute la région? Ben oui, qui est la démocratie dans le monde arabe, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Mais c'est tous les pays arabes, il n'y en a pas un qui a de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans les pays arabes. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y aurait jamais de démocratie dans les pays arabes. Robert Solé, et vous pensiez aussi qu'il n'y aurait jamais de démocratie dans le monde arabe? Oui, avec une petite nuance quand même. Je vous rappelle qu'il existe un pays qui s'appelle le Liban, qui a plein de malheurs, qui a connu plein de malheurs, qui a plein de difficultés, mais qui est quand même une démocratie. Et puis les Arabes sont parfaitement capables, évidemment, d'avoir un régime démocratique. Je ne vois pas pourquoi ils en seraient privés. Et simplement, cet accouchement est douloureux et difficile. On est très pressé. Une démocratie ne s'invente pas en quelques heures, en quelques jours. De ce point de vue, la Tunisie a été un magnifique exemple et en même temps un exemple très compliqué parce que Ben Ali est parti très vite. Et on s'est imaginé qu'on pouvait démanteler un régime comme le régime égyptien en quelques jours. Mais c'est un régime très solidement implanté. Et les jeunes se retrouvent, ces jeunes qui ont fait cette insurrection en Égypte, se retrouvent aujourd'hui face aux partis en général. Aux partis de la majorité gouvernementale, mais aussi aux autres partis qui sont en train de négocier. Et d'où la partie très difficile qui se joue au Caire aujourd'hui, les jeunes ne voulant absolument pas céder, la condition sine qua non, c'est le départ de Moubarak. Et de ce système... Et en face, même les frères musulmans, aujourd'hui même, ont cédé en disant on peut négocier. Paul Ajac, je vous entendrai dans un instant sur cette question, mais on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial au Caire, Rémi Vincent. Bonsoir Rémi, on sait que les conditions de travail des journalistes sont très difficiles depuis quelques jours. Comment ça se passe aujourd'hui, Rémi ? Aujourd'hui, c'était plutôt une journée calme. Nous avons pu circuler librement. D'ailleurs, au Caire, les embouteillages également ont repris. Les banques
ont rouvert. Donc c'était plutôt une journée très calme et je dirais même sur la place Tahrir une journée festive. Mais ce qu'on a appris depuis ces récents événements, depuis ces derniers jours, c'est que tout peut basculer en quelques minutes. Et d'ailleurs, place Tahrir, il y a une trentaine de minutes, des tirs nourris ont été entendus, des tirs en l'air. En fait, ce qu'il s'est passé, eh bien, c'est que l'armée, les soldats ont avancé sur quelques mètres, ce qui a provoqué un vent de panique parmi les manifestants, les dizaines de milliers de manifestants réunis place Tahrir. Ils se sont massés devant les chars et donc les soldats ont tiré en l'air et il y a eu au moins un blessé dans ce mouvement de panique. Donc voilà, ce que l'on sait, c'est que tout peut basculer en Égypte en quelques minutes. Alors Rémi, justement, vous évoquez les manifestants avec ce mouvement de panique. Est-ce que le doute ne s'est pas un peu installé quand même chez ces nombreux manifestants qui sont maintenant sur cette place depuis 13 jours, pas que sur cette place d'ailleurs, également dans d'autres villes du pays. Vous sentez un doute ou pas ? On ne sent pas un doute, on ressent plutôt une fébrilité. Hier, le ministre de la Défense est venu rendre visite, si on peut dire, aux manifestants. Il a renversé lui-même une barricade et il leur a dit qu'il fallait dégager l'artère qui mène à cette place Tahrir. Donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on est manifestant ? C'est qu'une évacuation dans ces prochains jours est possible. Et donc cette fébrilité se ressent surtout la nuit. Et donc là, la nuit est tombée. Et donc, évidemment, à chaque mouvement des militaires, cette panique ressort. Il n'y a pas de doute, il y a simplement cette fébrilité parce qu'eux veulent rester jusqu'à ce que Hosni Moubarak s'en aille. Donc, eh bien, on attend et surtout on est déterminé à rester sur la place tant que Hosni Moubarak ne sera pas parti. Rémi Vincent en direct du Caire. Merci à vous Rémi, merci aussi à Manuel Pidou qui est avec vous et à Richard Montrobert pour les images. Alors Paula Jacques, on évoquait justement la démocratie. Est-ce que c'est pour le monde arabe ? Il y a un état d'urgence en Algérie qui est en vigueur depuis 1992. Le président Bouteflika promet de lever cet état d'urgence, il s'engage à le faire. Un président au pouvoir au Yémen depuis 32 ans. Une situation aussi de misère au Maroc, même si on ne peut pas comparer toutes les situations de la même manière. Vous y croyez ? Moi, bien sûr, je suis comme Robert. Je pense que le désir de justice, de liberté, d'égalité est quelque chose de profondément ancré chez tous les hommes, quelle que soit leur religion. Et je prie pour que cette révolution ne soit pas volée. Et moi, je voudrais simplement dire à quel point ce peuple égyptien du Caire est héroïque. Et ça me fait penser exactement aux situations de la commune. Les communards en France qui montaient des barricades et qui se faisaient... La commune de Paris. Et ils sont dans une situation d'assiégés. C'est extrêmement grave ce qui arrive. Je pense qu'ils doivent commencer non pas à avoir peur, mais à être fatigués. Et aspirer, comme tout être humain, peut-être tout d'un coup, à un peu de calme. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je ne crois pas du tout aux soi-disant propos modérés des frères musulmans. Je pense que c'est un parti politique, je pense qu'ils avancent une stratégie, je pense qu'ils en ont la possibilité de rapter tout le pouvoir, ils le feront. Et je pense qu'il y a un autre écueil aussi, c'est qu'il y a beaucoup de classes moyennes et d'élites en Égypte, et même de gens du peuple qui veulent réellement un régime démocratique. Mais il y a aussi le fait que la société égyptienne est profondément islamisée. C'est quelque chose qui s'est communiqué dans les croyances. Ce qui est moins le cas en Tunisie, même dans la façon de s'habiller, c'est absolument flagrant. Vous vous promenez en Égypte, toutes les femmes sont voilées, y compris les étudiantes qui vont à l'université, y compris les jeunes filles de bonnes familles émancipées. C'est quelque chose qui s'est inscrit comme ça dans la culture égyptienne. Et pour des tas de raisons, évidemment, faciles à analyser, peut-être difficiles à analyser. Mais moi, pour autant, je ne dirais pas qu'il ne fallait pas que cette révolution ait lieu, parce qu'il faut faire confiance. On évoquait tout à l'heure le soutien de ce qu'on appelle les Occidentaux, en tout cas l'Europe et les États-Unis. Robert Solé, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il peut y avoir une rancœur du peuple égyptien ou du peuple tunisien, Walid Mazzar, justement, vers ce soutien indéfectible ? D'abord, il y a une susceptibilité égyptienne. On n'aime pas, d'une manière générale, que l'étranger décide pour vous. On a trop souffert en Égypte des occupations successives. L'Égypte est un pays qui a été occupé par toutes sortes de gens, les Grecs, les Romains, les Ottomans, etc., les Anglais. Donc il y a cette susceptibilité. Cela dit, les deux camps en présence ont besoin l'un et l'autre de l'étranger aujourd'hui. Les manifestants ont absolument besoin de la presse internationale, des opinions occidentales.
Et le parti et le régime Moubarak a évidemment besoin des États-Unis qui le soutiennent financièrement, de ses partenaires européens. Donc il y a un peu de cinéma dans tout ça, il y a un peu de cinéma, on refuse toutes les ingérences étrangères, mais on a absolument besoin des Occidentaux. Robert Solé, merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une soirée au Caire, c'est aux éditions du Seuil. Paula Jacques, Kéro Jacobi, juste avant l'oubli. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis Walid Matar, vous avez réalisé le documentaire Fils de tortue, qui est sorti. Vous avez d'ailleurs eu un prix, le grand prix du scénario. Ça, c'est pour Condamnation. C'est pour Condamnation. Festival de Tanger, Festival méditerranéen de Tanger. Oui, mais... Un dernier mot. Un dernier mot, en fait, je veux vraiment une petite pensée à tous les martyrs de la liberté. Et j'espère qu'un jour, en Tunisie, en Égypte, partout. Et j'ai un ami, un Mamlif, qui a été tombé le 13. Sa tombe, elle donne sur toute la ville de Hamamlif. Et j'aimerais bien le voir dans 30 ans, dans sa tombe, il dit, regarde, t'es pas mort pour rien. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci à tous les trois, merci à tous les quatre. Nadia Kamel qui était en Égypte. Une révolution bien entendu dont on parle beaucoup dans le monde arabe, mais également dans tous les pays du sud de la planète. Merci à vous de nous avoir suivis. Plus d'informations bien entendu sur notre site internet tv5monde.com et dans notre prochaines éditions sur cette révolte donc en Égypte. Merci à tous.
Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui individuellement savent que... J'ai fait un discours une fois en disant que seuls les capitalistes peuvent détruire le capitalisme. Et je crois que si ça arrive, ce sera arrivé pour ça. Et ça, tout le monde, je crois, le sait plus ou moins. Alors, on ne fait pas de grandes op-ed tous les jours dans le Wall Street Journal pour dire... Mais on parle encore d'un bonus pool, enfin bref, de bonus pour la fin de l'année de 49 milliards. Ça paraît obscène dans cette situation. Ils rêvent, oui, mais c'est pourtant ce qu'on a calculé, c'est ce qui devrait avoir lieu. Vous dites ils rêvent, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'ils rêvent. Ça veut dire que ça n'aura pas lieu, qu'on les empêchera d'empocher ça, ou voilà, ça continuera. Je crois que les conseils d'administration vont être très durs dans cette... Et il y aura, si ça n'est pas fait convenablement, il y aura des lois qui seront changées. On parlait tout à l'heure de l'OMC, de Pascal Lamy. Est-ce que, à l'instar de l'OMC, qui fonctionne pour le commerce mondial, est-ce qu'il ne faudrait pas y avoir créer une organisation mondiale de la finance?